Bonsoir à tous. Bonsoir. Désolé pour ce petit temps de retard de connexion. Alors, on est très heureux de vous accueillir ce soir pour un nouveau Patrimo Live, nos webinaires donc, pédagogiques à destination de nos clients. Ce soir, j'aurai le grand plaisir d'animer ce webinaire avec Ouda Selmouni, notre responsable de l'ingénierie patrimoniale. Bonsoir Ouda. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue. Alors, au programme ce soir, on a la déclaration de revenus 2020. Un sujet qui passionne. Dans un premier temps, je vous propose donc d'aborder un sujet que nous traitons régulièrement en rendez-vous, qui est la construction du revenu fiscal et la liquidation de l'impôt. Ce sont des questions qui nous sont posées, et il nous paraissait intéressant ce soir de le traiter et d'aborder ce sujet. Dans un second temps, on abordera ensemble toutes les nouveautés donc, de la déclaration 2021, autant pour moi. Je suis déjà à l'année d'après. Donc, comme toutes nos précédentes interventions, nous désirons beaucoup d'interactivité avec nos auditeurs. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Et on vous souhaite à tous donc un très bon webinaire. En complément, pour ceux qui utilisent qui n'ont pas participé à notre premier webinaire, par rapport à l'utilisation de l'outil, à droite de votre écran, vous avez des petites rubriques. Normalement, vous avez une rubrique questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et au cours de l'intervention, soit on vous dira qu'on va y répondre au fur et à mesure des slides qui vont vous être présentés, soit on vous répond directement dans la rubrique questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'on a déjà des premières questions. Donc, c'est parti. Le but est vraiment que ce soit interactif et qu'on puisse vraiment échanger ensemble sur votre déclaration de revenus. Alors, dans un premier temps, on voulait revenir donc, sur la présentation du Centre du patrimoine, rapidement. Donc, on s'est créé en 2002. Notre mission, bien sûr, c'est de donner du sens à notre patrimoine, de le construire ensemble, de proposer, bien sûr, des solutions qui sont adaptées, qui sont des solutions uniques, puisque chaque situation de nos clients est vraiment unique. On accompagne ensuite tous nos clients tout au long de leur vie patrimoniale. C'est notre particularité. On est présent à la fois dans le temps sur des questions que vous pouvez nous poser. On est très proche de vous. On est réactif. On essaye de le faire autant que faire se peut. Notre ADN, bien évidemment, c'est notre expertise. On vous accompagne dans tous les projets que vous pouvez avoir, que ce soit des problématiques d'investissement, des projets patrimoniaux, des problématiques fiscales. Et tout ça, bien évidemment, on essaye de rester, bien sûr, à votre disposition et avec une approche la plus singulière possible, qui est tournée autour de la famille. Alors, on va démarrer, on rentre dans le vif du sujet de suite. Donc, au programme ce soir, sur la déclaration d'impôt 2021, on va, dans un premier temps, regarder ensemble comment un revenu global se construit. Et on va regarder plus précisément l'ensemble des catégories que vous pouvez rencontrer. On nous pose souvent des questions, souvent on mélange les choses. À un moment donné, on se pose des questions sur la location nue, la location meublée, etc. Donc, on va y revenir. Ensuite, on regardera ensemble comment on liquide l'impôt et comment, finalement, on arrive à trouver l'impôt net à payer. C'est souvent des questions qui nous sont posées. Ensuite, on interviendra donc sur le calendrier fiscal. Je pense que ça intéressera tout le monde. De connaître les dates de limite de déclaration en fonction des départements dans lesquels vous êtes. Bon, principalement, aujourd'hui, nous avons des clients sur le 31, mais sur toute l'Occitanie, et même en France entière, donc ça vous intéressera. Et pour finir, nous aborderons ensemble l'ensemble des nouveautés 2021 que vous allez pouvoir rencontrer. Et Dieu sait si cette année, il y a pas mal de nouveautés entre, d'une part, bien évidemment, la pérennité du prélèvement à la source. Ensuite, le télétravail, et l'année 2020 a été particulière sur ce côté-là. Donc, on y reviendra sur toutes les nouveautés et nous allons donc avoir le plaisir avec Ouda de répondre à toutes vos questions. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions qui sont en train de tomber. Alors, le revenu global. Je voulais donc revenir avec Ouda, on voulait revenir sur comment on construit en fait le revenu et comment en fait nous arrivons d'un revenu brut global à un revenu net imposable et comment tout ça se calcule. Alors, en fait, votre déclaration d'impôt, si vous la regardez un petit peu, vous allez constater que c'est un document qui est assez lisible et assez logique. Je compare souvent la déclaration d'impôt avec, par exemple, une équation où, en tous les cas, quand on nous a appris à faire des opérations, on nous a expliqué que, par exemple, on faisait d'abord les multiplications, les divisions avant de faire les additions.
Bon, mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, dans la déclaration de revenus, si vous reprenez votre déclaration de 2042, par exemple, pour ceux qui l'ont entre les mains, vous allez constater que dans la déclaration de revenus, vous allez voir des catégories qui sont identifiées. Vous allez avoir les traitements et salaires, vous allez avoir les pensions et rentes, vous allez avoir les revenus fonciers. Et en fait, chaque catégorie de revenus va avoir sa propre logique de fonctionnement. Donc, dans chaque catégorie, nous allons inscrire les revenus qui sont en fait qui sont afférents donc à la catégorie dans laquelle on est en train d'être identifié. Je prends l'exemple, si demain vous avez donc des revenus fonciers, on va la traiter dans la catégorie des locations nues. Résultat des courses, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous êtes au micro-foncier et en principe la 2042 vous suffira. Soit dans le coup, vous allez avoir la nécessité d'avoir un formulaire complémentaire qui va être donc le formulaire en l'autre autre 2044 ou 2044S et qui va vous permettre donc derrière de compléter l'ensemble des revenus. Derrière, sur chaque catégorie, on va avoir des particularités. Il va y avoir bien évidemment des principes de fonctionnement, des régimes de faveur, des particularités. Donc, dans ce cas précis, vous allez d'abord calculer dans chaque catégorie le fonctionnement du revenu et ce n'est qu'après qu'on agrège l'ensemble des revenus sur le revenu global. Et en fonction des catégories, là, une fois de plus, vous allez avoir des particularités. Il peut y avoir sur certaines typologies de revenus des régimes qui vont vous dire, bien là, on peut imputer sur le revenu global pour tel et tel montant. Je prends l'exemple du revenu foncier toujours, parce que le revenu foncier, c'est souvent une question qui est abordée en rendez-vous. Par exemple, dans le revenu foncier, on vous dit, vous pouvez imputer sur le revenu global à hauteur de 10 700 € par an sur votre revenu global, hors intérêt d'emprunt, hors frais financiers. Donc ça, c'est très important de regarder, en fait, dans chaque revenu, dans chaque catégorie, quels vont être les régimes de faveur applicables, quels vont être les impacts qu'il peut y avoir sur le revenu global. Attention également à être très méthodique et rigoureux dans la construction de votre revenu et dans la construction de votre déclaration de revenus. Souvent, on est confronté à des questions en clientèle, très rapidement, des choses très simples. Par exemple, très simple pour nous, mais en fait assez évidentes. Des fois, on confond location nue, location meublée. Alors, c'est vrai qu'en fait, in fine, vous êtes dans deux cas de figure où on loue un bien, mais dans les deux cas de figure, on n'est pas du tout dans la même catégorie de revenus. Quand on loue un bien en catégorie nue, eh bien, on est traité dans les revenus fonciers et on remplit une déclaration donc, de revenus fonciers, donc 2044 ou 2044S. Et si, à contrario, on va être plutôt dans les bénéfices industriels et commerciaux, c'est-à-dire dans la location meublée, on va remplir une 2031 ou alors on va optionner aussi pour le micro-BIC. Donc, à partir de là, une fois qu'on aura bien compris comment fonctionne votre déclaration de revenus et si vous la regardez vraiment, c'est identifiable. Vraiment, vous voyez bien les en-têtes de chaque catégorie de revenus qui apparaissent vraiment sur votre 2042. Je peux vous dire que si vous le regardez ce soir ou si vous êtes là avec votre 2042, vous allez vite le voir apparaître. À partir de là, on va traiter et on va donc avancer pour déterminer ensemble ce qu'on appelle le revenu brut global. Donc, on fait l'addition de l'ensemble de vos revenus et à partir de là, on détermine un revenu brut global. Du revenu brut global, on va faire un exercice qui là, une fois de plus, est très méthodique. Pour obtenir le revenu net imposable, en fait, on va appliquer donc les charges déductibles. Tout à l'heure, je vous disais, par exemple, si vous avez des revenus fonciers et que ces revenus fonciers sont imputables, si vous avez, un déficit foncier à hauteur de 10 700 € maximum, vous allez pouvoir l'imputer dans le revenu brut global. Vous le retrouvez sur cette slide, c'est la ligne 4 que je vous ai mis dans la partie jaune du slide. Vous constatez donc qu'on va pouvoir imputer le déficit sur le revenu global. De la même façon, vous verrez en ligne 6, quelque chose qui revient souvent aussi en rendez-vous, vous allez pouvoir également déduire l'ensemble des cotisations retraite complémentaires type PER, donc plan d'épargne retraite, les plans d'épargne retraite populaire, les Madelins, les préfonds. Vous allez pouvoir en fait déduire un certain nombre de charges. L'intérêt de toutes ces charges déductibles, c'est qu'elles viennent en fait, d'abord elles viennent corriger votre revenu net imposable. Là, on n'a pas parlé d'impôt pour l'instant. À cet instant précis de la déclaration, à aucun moment je vous ai parlé d'impôt.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez finalement des charges déductibles qui vont s'impacter directement sur votre revenu brut global pour construire un revenu net global. Élément aussi important, c'est l'avant-dernière ligne, c'est la CSG partiellement déductible sur certains revenus. Par exemple, c'est quelque chose que vous retrouvez sur vos revenus fonciers. Chaque année, vous avez donc la partie qui vous est transmise par l'administration fiscale et qui vous dit, voilà, attention, la partie qui est partiellement déductible. Attention, une fois de plus, vérifiez bien, c'est là où les choses se compliquent, c'est qu'il y a des choses qui sont directement intégrées dans votre déclaration de revenus et il y a parfois même souvent, des choses qui ne sont pas intégrées. Donc, la déclaration pré-remplie ne vous soustrait pas au fait de bien vérifier que l'ensemble des éléments qui ont été pré-remplis par l'administration sont justes. Vous pouvez très bien avoir des éléments donc qui ne sont pas apparents. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles nous pourrions déjà répondre? Peut-être, Kouda, tu as des choses complémentaires à rajouter? Ok, il y a des questions très précises. Les questions personnelles, on se proposera également, si concrètement c'est trop personnel, on se proposera de les traiter par la suite et de vous y répondre, bien évidemment, avec grand plaisir. Alors, la liquidation de l'impôt. Donc, une fois qu'on a obtenu le revenu net imposable, on va liquider l'impôt. Donc, pour liquider l'impôt, en fait, il va y avoir un certain nombre de choses. Entre autres, il y a un élément que vous connaissez tous, c'est le quotient familial, qui va permettre, en fonction de ses effets, de calculer donc le montant applicable et le montant par part qui va être ajusté et qui va permettre donc de calculer l'impôt. À partir de là, une fois qu'on a calculé, ce qui était important aussi pour nous de revenir sur un point essentiel, c'était sur les tranches marginales d'imposition. Alors, souvent, on confond deux choses. On confond ce qu'on appelle la TMI, qui est la tranche marginale d'imposition, avec le taux moyen d'imposition que vous retrouvez à l'intérieur de votre déclaration d'impôt. La différence, elle est assez simple, je vais vous l'expliquer en tous les cas le plus simplement possible. En fait, la tranche marginale d'imposition, c'est le niveau de revenu, c'est la tranche dans laquelle vous vous retrouvez suite à l'ensemble des revenus qu'on a calculés, les revenus nets imposables, à partir duquel on a appliqué bien sûr le quotient familial et derrière on regarde donc dans quelle tranche marginale d'imposition vous vous trouvez. Ça sous-entend que l'ensemble des revenus qui vont venir s'ajouter ensuite seront taxés à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous êtes dans une tranche par exemple à 30% et que vous avez 50 000 euros de revenus, comme vous pouvez le voir, vous êtes à 30%. Donc ça veut dire que si demain vous avez une prime de 15 000 euros, ben cette prime de 15 000 euros, elle sera taxée à 30%. Le taux moyen d'imposition, à la différence, c'est que c'est le montant de l'impôt net, que nous verrons juste après, divisé par le revenu que vous avez. Donc, en fait, résultat des courses aujourd'hui, c'est réellement le taux moyen que vous payez, mais ce n'est pas la tranche marginale d'imposition. La tranche marginale d'imposition, c'est vraiment l'ensemble des revenus qui vont s'ajouter à votre base de revenus qu'on a calculé et sur lequel vous allez vous retrouver avec un taux qui va être appliqué. Et d'ailleurs, point important, on peut se retrouver dans des cas de figure où quand on est à la frontière d'une tranche, dès qu'on va avoir un revenu complémentaire, on va se retrouver avec donc le revenu qui va se trouver taxé, soit à 30%, par exemple si on est sur la tranche à 11, soit à 41%. Donc ça va avoir deux principes. La première, c'est que le montant du revenu complémentaire va être taxé dans cette nouvelle tranche. Et la deuxième chose, c'est que votre taux moyen d'imposition va mécaniquement, bien sûr, un petit peu augmenter. Ensuite, on vous a mis le seuil du revenu imposable maximum 2021, donc pour une personne seule. Ça vous permet concrètement de savoir quand on a, en fonction du nombre de parts que vous allez avoir, d'accord, vous allez connaître le seuil minimum auquel on est soumis à l'imposition. Donc ça, je passe. Alors, ensuite, l'impôt net à payer. Alors, l'impôt net à payer, et là, ça devient aussi intéressant dans le calcul pour le faire le comparatif avec tout à l'heure le revenu brut global. Donc, l'impôt net à payer, c'est l'impôt brut moins l'ensemble, donc l'effet du plafonnement des effets du quotient familial, la décote si on a des revenus modestes et surtout les réductions et crédits d'impôt qui vont venir s'appliquer. Résultat des courses, ensuite on va y appliquer la CEHR, la contribution sur les hauts revenus, si on y est soumis. On va
rajouter les reprises, réductions ou crédit d'impôt antérieurs si on est dans ce cas de figure, et on retrouve l'impôt net à payer. Quand on parle de réduction et crédit d'impôt, je prends un exemple très simple parce que c'est des choses qui vont pour beaucoup vous parler. Je prends l'exemple d'un investissement Pinel, ou si je prends par exemple dans des fonds communs de placement dans l'innovation, on se retrouve dans ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, là, on ne corrige plus le revenu, on corrige l'impôt. Donc, résultat des courses, c'est là où ça devient intéressant de regarder en fait et de bien comprendre la mécanique concrètement de la déclaration d'impôt parce que et du mécanisme de l'impôt tout court, parce que grâce à cela, vous allez pouvoir comprendre que il y a des effets qui peuvent se jouer sur la correction du revenu, ou il y a des choses qui peuvent se jouer sur la correction de l'impôt. Et pour certaines personnes ou pour certains cas de figure, eh bien, il est plus intéressant parfois de corriger le revenu, et pour certains cas de figure, il est plus intéressant de corriger l'impôt. Donc, dans tous les cas de figure, il faudra bien analyser la situation. Et aujourd'hui, pour construire votre déclaration d'impôt, vous allez certainement, grâce à cette approche, en tous les cas, on l'espère avec Ouda, grâce à cette approche, vous allez comme ça certainement avoir plus d'éléments. Ça va vous permettre demain de bien comprendre comment fonctionne votre déclaration et votre revenu et votre imposition. Point important, c'était la déclaration donc, de revenus et le prélèvement à la source. Aujourd'hui, vous savez qu'on est donc soumis au prélèvement à la source. La particularité du prélèvement à la source, c'est que vous avez un décalage dans le temps. Alors, quand je dis un décalage, à la fois vous êtes en temps réel, mais à la fois vous avez un décalage. C'est-à-dire que le temps réel, c'est que concrètement, en début d'année, du moins avant le 31 décembre, vous avez choisi, vous avez modulé votre taux moyen d'imposition en fonction de vos revenus. Du moins, en tous les cas, on vous donne un taux moyen d'imposition et derrière, vous avez la capacité de moduler ou pas ce taux en fonction de votre variation de revenus. Alors, on invite nos clients à ne pas trop jouer sur ce taux moyen d'imposition ou sur ce taux de prélèvement parce que concrètement, il faut être certain de ces variations de revenus si on se permet de les modifier. Le point important, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand on fait notre déclaration de revenus 2021 sur les revenus de 2020, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tout au long de l'année 2020, vous avez eu des prélèvements qui ont été faits de manière automatique, c'est le prélèvement à la source. Aujourd'hui, on remplit cette déclaration donc sur les revenus de 2020 en 2021. Résultat des courses, vous allez avoir donc une liquidation de l'impôt qui va vous être appelée par l'administration fiscale en août ou en septembre. Et en fait, on va faire un comparatif entre le montant de l'impôt que vous avez réellement payé et le montant de l'impôt que vous auriez dû payer. Soit vous êtes en malice, soit vous êtes en boni, c'est-à-dire que soit vous avez trop payé, soit vous n'avez pas assez payé, et à partir de ce moment-là, vous aurez un complément d'impôt. Dans certains cas de figure, et ça nous arrive régulièrement, eh bien, on peut se retrouver avec un décalage de trésorerie assez important à gérer. Je prends un exemple très simple. Une personne qui aurait fait un investissement Pinel qui serait livré, par exemple, dans le premier trimestre de l'année 2020, eh bien, en fait, sur toute l'année 2020, il n'aurait pas pu inscrire dans sa déclaration et dans son prélèvement à la source, il n'aurait pas pu faire jouer l'investissement Pinel. Et ce n'est qu'au moment de sa déclaration 2020, donc sur les revenus 2020, avec une imposition en 2021, qu'on va se retrouver donc avec une régularisation qui sera faite au mois de septembre. Après, pour les années suivantes, pas de problème, ça sera pris en compte puisque dorénavant, en plus, l'administration fiscale le prévoit. Donc, résultat des courses, là aussi, il faut être prudent et vigilant. Cette déclaration, elle est très importante. C'est pas parce qu'aujourd'hui elle est pré-remplie, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez une déclaration qui fonctionne avec des chiffres que vous ne devez pas vérifier. Il faut d'une part vérifier et d'autre part, il faut être capable de regarder quel est le montant qu'on a payé en 2020 et ce qu'on a trop payé, pas assez payé, et de se retrouver avec le bon montant. Je vais dorénavant passer la parole à Ouda. Je vais regarder également, bien sûr, les questions auxquelles on pourrait répondre. Et ensuite, pour le coup, je vais laisser donc Ouda pour la suite du webinaire. Parfait. Je reprends la main du coup. Donc, on passe rapidement un petit point sur le calendrier fiscal. Donc, en fonction de là où vous vous situez en France, du département dans lequel vous êtes situé, les dates limites de déclaration d'impôt donc ont été communiquées par l'administration fiscale depuis le 8 avril. Donc, elles vous sont indiquées à l'écran. Bien évidemment, une fois donc pendant cette période de déclaration, vous avez jusqu'à la date limite de votre département pour effectuer votre déclaration et effectuer autant de
de rectification ou de complément de déclaration que vous souhaitez, parce que vous avez aussi de toute façon le droit à l'erreur. Donc, vous pouvez retourner autant de fois, même si vous avez signé votre déclaration. Rien ne vous empêche, tant qu'on est dans la période de déclaration, de modifier votre déclaration. Là aussi, on n'en a pas encore parlé, mais on en parlera un petit peu plus tard. Vous savez que depuis l'année dernière, le gouvernement a mis en place une déclaration automatique des revenus. Donc, il y a déjà 11 millions de personnes qui en ont bénéficié. Il y en aura peut-être un petit peu plus cette année. Donc, si vous êtes concerné par la déclaration automatique et que vous l'avez signée, là aussi, vous pourrez bien évidemment corriger votre déclaration en ligne si jamais vous avez oublié de modifier ou de corriger des éléments. Et une fois que la période des déclarations est terminée par rapport aux dates qui vous sont affichées, une fois que votre avis vous l'aurez reçu, une fois qu'il sera disponible en ligne. Là aussi, on a toujours le droit à l'erreur, puisque l'administration fiscale met en place à partir de à peu près mi-août jusqu'à la fin décembre, jusqu'à la mi-décembre, pardon, mi-décembre, vous aurez quand même, malgré la réception de votre avis, le droit de revenir et de faire une déclaration rectificative. Donc, après cette date-là, en revanche, à partir de mi-décembre, là, on ne pourra plus faire de modification de la déclaration en ligne. Il faudra à ce moment-là contacter votre centre des impôts. Donc ça, c'était pour les dates, le calendrier fiscal. On va passer un petit peu aux nouveautés, puisque donc sur la déclaration 2021 sur les revenus 2020, il y a eu pas mal de nouveautés, notamment l'allocation télétravail. On va voir la case 3916 à quoi elle correspond. Il y a aussi quelques petites autres nouveautés. On va regarder d'abord au niveau de l'allocation télétravail. Donc vous savez qu'avec l'épidémie du Covid, on a eu un accroissement massif du télétravail en 2020. Donc, vous avez un certain nombre de contribuables, dont vous faites sans doute partie, et nous-mêmes, qui avons engagé des frais supplémentaires au titre du télétravail, donc du travail à votre domicile. Alors, dans certains cas, les employeurs ont pu verser à leurs salariés justement des allocations qui sont destinées à couvrir ces frais de télétravail, donc frais par exemple d'électricité, d'abonnement Internet, parfois d'acquisition de matériel supplémentaire en fonction du poste que vous avez. Donc, il y a des dispositions fiscales qui ont été mises en place pour prévoir justement le traitement fiscal de ces allocations. Donc, on va devoir déclarer sur la déclaration des revenus 2021. Donc, si vous avez effectué du télétravail en 2021 et qu'à ce titre, vous avez engagé des frais professionnels, vous allez être concerné par ces nouvelles dispositions. Donc, je vous disais, il y a des allocations qui ont été versées en 2020 par des employeurs à leurs salariés pour couvrir ces frais de télétravail. On considère en fait que ces frais sont réputés non courants. Donc, ce n'est pas les frais habituels que vous avez dans le cadre de votre travail. Ce sont vraiment des frais, on va dire, un peu exceptionnels qui ne sont pas couverts par la déduction forfaitaire dont Jean-Olivier vous a parlé tout à l'heure, la déduction forfaitaire ou les frais réels classiques que vous pouvez avoir dans le cadre de votre activité. Donc, quand elles sont, on va dire, ces frais, cette allocation de télétravail, quand elle a été utilisée, on va dire, à bon escient et conformément à son objet, c'est vraiment couvrir les frais liés à votre activité dans la période du Covid, elles vont être, cette allocation de télétravail, elle va être déjà exonérée d'impôt sur le revenu. Vous allez voir, donc, en fonction là aussi, donc, si vous avez opté pour la déduction des frais réels, vous allez déduire vos frais réels classiques, donc vos frais kilométriques, vos frais de repas, etc. Vous allez déduire ces frais liés au télétravail. Si vous avez décidé de ne pas prendre la déduction des frais réels, mais plutôt l'abattement de 10%, à ce moment-là, vous avez l'abattement de 10%, vous n'avez pas à déduire ces frais de télétravail, cette allocation, ces frais de télétravail, pardon. Alors, on ne déduit pas non plus le montant qu'on souhaite, il faut compter 2,50 € par jour de télétravail à domicile. Donc là aussi, vous devez être en mesure de justifier en cas de contrôle à l'administration fiscale le nombre de jours que vous avez télétravaillé. Donc 2,50 € par jour, si on a travaillé, on va dire à temps plein pendant une certaine période, ça fait 50 € par mois, 10 € par semaine, 50 € par mois. Et c'est plafonné donc à 550 € par an de frais de télétravail que vous pouvez déduire. Donc là, encore une fois, je vous redis, ces frais de télétravail, il faut vraiment qu'ils soient inhérents à l'activité salariée que vous avez eue pendant la période Covid. Ça, c'est si
Donc, vous avez engagé des frais professionnels de télétravail, mais que vous n'avez pas perçu d'allocation de la part de votre employeur, ce qui peut être parfois le cas. Hein, c'est pas forcément mis en place dans toutes les entreprises. Si en revanche, vous avez perçu une allocation en 2020 pour frais de télétravail, donc ça, je vous ai dit, elle est exonérée d'impôt sur le revenu. Et là aussi, soit vous avez opté pour la déduction soit vous avez opté pour la déduction des frais réels. À ce moment-là, votre allocation, elle est exonérée d'impôt, donc vous ne la déclarez pas si vous avez perçu une allocation télétravail. Mais en revanche, en contrepartie, comme vous avez touché une allocation, finalement, ça compense les frais, mais donc cette allocation, elle est exonérée. Vous n'avez pas le droit de déduire ces frais de télétravail. Si en revanche, vous avez décidé là aussi d'opter pour l'abattement de 10%, votre allocation, elle reste exonérée et vous ne déduisez pas non plus ces frais de télétravail. En revanche, si vous souhaitez déclarer ces frais de télétravail et que vous avez perçu une allocation de votre employeur, vous devez déclarer au même titre que vos salaires, comme un avantage en nature, cette allocation de télétravail. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas dire j'exonère mon allocation de frais de télétravail et en plus, je déduis des frais de télétravail. Donc, c'est l'un ou l'autre. Là aussi, je vous ai dit, c'est 10 € par semaine, enfin 2,50 € par jour de télétravail. Ça, c'est la première nouveauté qui est donc liée à la situation Covid qu'on a connue sur 2020. En revanche, si vous avez la possibilité, ça c'est en gros un montant forfaitaire qu'a mis en place l'administration fiscale, mais si le montant de vos frais de télétravail sont supérieurs et que vous pouvez les justifier, à ce moment-là, c'est pas plafonné. Là, on parle de 550 € par an parce qu'on est parti sur le principe que voilà, pendant la période du confinement notamment, il y avait une télétravail mis en place et c'est 2,50 € par jour. Mais si vous pouvez justifier de frais supplémentaires, vous pouvez tout à fait déclarer des frais de télétravail qui excéderaient ces montants-là. Il faut tout simplement conserver des justificatifs. Petite précision que j'allais vous donner, mais que je n'ai plus en tête. Non, je crois que c'était ça. C'était le montant des frais de télétravail qu'il fallait. Donc, vous pouvez garder tous vos justificatifs. Ça, c'était la première nouveauté pour le télétravail. Concernant la case 3916, vous verrez, et c'est quelque chose que vous devez en tout cas contrôler sur votre déclaration, c'est la case 3916. La case 3916 que vous rencontrerez dans votre déclaration en ligne, c'est normalement la case qui concerne les personnes qui détiennent un compte à l'étranger. Vous me direz, non, moi j'en ai pas, etc. Alors, même quand vous avez des contrats d'assurance vie, par exemple, de droit luxembourgeois, on considère que c'est un compte détenu à l'étranger. Donc, vous devez déclarer vos contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois dans votre en cochant cette case 3916 et en complétant le nom du contrat d'assurance vie, l'assureur, la date de souscription et le montant de votre encours sur ce contrat d'assurance vie. Si vous n'avez pas de contrat ou de compte à l'étranger, c'est pareil pour les comptes multidevises que vous pourriez avoir à l'étranger, si vous n'avez pas ça, vous pouvez quand même, vous devez en tout cas conserver cette case si vous avez un compte PayPal qui est domicilié, puisque le compte PayPal est domicilié au Luxembourg, donc ce compte PayPal est adossé à la carte bleue pour vos achats en ligne. Donc, si à ce moment-là, vous avez fait des encaissements PayPal supérieurs à 10 000 €, vous devez compléter le formulaire 3916. Et si les encaissements n'ont pas dépassé 10 000 €, à ce moment-là, vous décochez la case. Si vous n'êtes pas du tout concerné, là aussi, vous décochez la case, donc 3916. Et si jamais vous vous apercevez que cette case-là, elle a été précochée en fin de déclaration, à ce moment-là, il faut bien cocher. Vous revenez sur votre lien, sélectionnez mes déclarations annexes et vous la supprimez. Concernant les indépendants, si vous déclarez donc des BIC, des BNC, des bénéfices agricoles ou autres revenus d'activité indépendante, à ce moment-là, vous avez normalement une déclaration sociale et fiscale unique à faire, la DSI, vous savez. À partir de 2021, il y a une nouveauté, c'est que les éléments que vous allez intégrer, donc quand vous allez déclarer votre BNC, BIC, etc., dans votre déclaration 2042, ces éléments vont normalement, vous dupliquez cette déclaration
à la DSI. Donc là, désormais, si vous êtes travailleur indépendant exerçant une activité industrielle, artisanale, commerciale et vous êtes affilié au régime du enseignement RSI, hein, vous n'aurez plus à faire cette déclaration puisque l'URSSAF communique directement avec l'administration fiscale et donc on va utiliser ce que vous aurez indiqué dans votre déclaration 2042 pour ajuster l'échéancier de vos cotisations provisionnelles et régulariser les cotisations définitives à la suite. Donc, sont exclus de cette déclaration unique, on va dire, hein, les personnes qui relèvent des régimes marins-pêcheurs, artisans, etc. Toutes ces personnes-là, même les auto-entrepreneurs, eux, devront continuer à faire la déclaration sociale et fiscale unique. Concernant les revenus maintenant de plateformes collaboratives, donc ça aussi c'est une nouveauté. Donc vous savez que quand vous vendez par exemple sur Vinted, que vous faites des ventes sur Le Bon Coin, que vous utilisez beaucoup Blablacar, etc. Eh bien, vous avez désormais depuis 2018 pour lutter justement contre la fraude, il y a les plateformes de ce qu'on appelle les plateformes collaboratives qui sont obligées maintenant d'adresser à l'administration fiscale le montant qui ont été perçus par leurs utilisateurs. Donc, vous avez désormais l'obligation, en tout cas pour les plateformes, qu'elles soient ces plateformes situées en France ou à l'étranger, à partir du moment où vous êtes résident fiscal français, ces plateformes ont l'obligation de communiquer à l'administration fiscale française le montant des revenus que vous avez perçus par le biais de cette plateforme. Donc, si en 2020, vous recevez normalement un état récapitulatif de chaque plateforme collaborative indiquant le montant des revenus. Vous vous munissez de votre récapitulatif. Si vous avez réalisé sur l'année moins de 3 000 euros de recettes, moins de 3 000 euros de recettes, moins de 20 transactions, à ce moment-là, vous êtes exonéré de déclaration. En revanche, si donc vous avez déclaré, si vous avez réalisé plus de 20 transactions, quel que soit le montant, plus de 20 transactions ou plus de 3 000 euros de recettes, vous devez compléter et déclarer ces revenus. Vous consultez donc là sur votre parcours déclaratif en ligne, vous allez consulter. Les montants normalement sont déjà pré-remplis par l'administration fiscale puisqu'elles auront été communiquées par les plateformes collaboratives. Donc là, vous surveillez, vous vérifiez en fait le montant qui a été indiqué par rapport aux états de compte que vous recevez. Mais ça aussi, donc c'est une nouveauté. Donc si vous déclarez en ligne, normalement, un message vous sera présenté dans le cadre de votre parcours pour vous accompagner et dire, voilà, est-ce qu'on doit déclarer ou pas le montant des revenus qu'on a perçus auprès des plateformes collaboratives. Alors, il y a je pense qu'on a un petit souci sur le support. Il manque des slides, Jean-Olivier. Il reste il y a encore quelques petites nouveautés qui changent sur 2021. Donc, notamment par rapport alors, je vais vous donner un petit peu dans le détail, mais on ne peut pas rentrer dans tout le détail de toutes les nouveautés, mais je vais vous donner quelques point d'alerte, en tout cas, que vous devez regarder. Vous avez un changement de formulaire pour les déclarations de dons. Vous savez que quand on a droit à des réductions d'impôts pour dons déclarés, le taux était parfois de 75% et parfois de 66% plafonné en fonction du don qui avait été fait. Le taux de 75% est désormais plafonné à 546 euros déclarés. Normalement, c'était 546 euros. Pour 2021, donc pour la déclaration des revenus 2020, on peut monter jusqu'à 1 000 euros de dons. Et là aussi, donc le formulaire a changé. On a basculé, on était sur le 2042 RICI, donc pour les réductions d'impôts et les crédits d'impôts. On passe sur le formulaire CERFA 2042 classique. Donc, vous trouverez le détail là aussi des taux. Vous avez également un changement au niveau des… c'est pas un changement, mais ça existe depuis 2 ans, mais je préfère vous alerter là-dessus. Vous savez, sur les revenus de capitaux mobiliers, lorsque vous avez donc des revenus de compte sur livret, de revenus de compte titre, etc., normalement, depuis le prélèvement à la source, ces revenus sont désormais soumis à un taux forfaitaire, ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, au taux de 12,8%. Donc ça, c'est prélevé directement par les banques, par les organismes ou les sociétés de gestion. Si vous ne souhaitez pas, vous avez la possibilité d'opter pour le barème progressif, le barème d'imposition sur le revenu. Donc, si vous ne souhaitez pas appliquer ce taux forfaitaire de 12,8% parce que peut-être que vous n'êtes pas imposable ou que votre tranche marginale d'imposition dont vous a parlé Jean-Olivier tout à l'heure est inférieure à 12,8%,
vous avez la possibilité d'opter pour le barème de l'impôt sur le revenu. À ce moment-là, vous devez cocher, et elle est écrite tout en petit sur la 2042, vous devez cocher la case 2OP. Donc, vous cochez, et à ce moment-là, tout ce qui, tous les revenus de capitaux mobiliers qui normalement sont taxés au prélèvement forfaitaire unique, vont être soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Et si finalement vous avez payé les 12,8%, vous n'aviez pas à les payer, en tout cas, ça excède l'impôt qui est dû quand vous êtes au barème de l'IR, il y a une restitution du trop perçu, vous le verrez, c'est une ligne, restitution ou crédit d'impôt, prélèvement forfaitaire. Donc ça, c'est le remboursement si jamais vous décidiez de ne pas appliquer le prélèvement forfaitaire unique, mais de choisir le barème de l'impôt sur le revenu. Donc là aussi, il faut faire des simulations, en tout cas parfois. C'est le cas aussi, par exemple, pour les dividendes. Si vous vous distribuez des dividendes, vous savez que les dividendes sont soumises au PFU de 12,8%. Donc là aussi, c'est intéressant de faire une simulation de votre impôt en disant, si je reste au PFU, combien ça me fait d'impôt? Et si finalement je décide d'appliquer ces dividendes à mon impôt sur le revenu, vous savez que les dividendes, lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur le revenu, elles bénéficient d'un abattement de 40%, et ensuite, c'est la tranche marginale d'imposition dans laquelle vous vous situez qui va s'appliquer. Donc là aussi, c'est intéressant quand vous êtes sur de la distribution de dividendes de faire une simulation de votre impôt pour regarder est-ce que c'est intéressant pour vous, en tout cas, de cocher cette fameuse case 2OP et voir si c'est intéressant pour vous ou pas. Autre nouveauté sur la déclaration 2044, cette fois-ci, sur la déclaration 2044, vous allez avoir une nouvelle case qui s'appelle la case 230 bis, qui est une case réintégration des travaux. En fait, cette case-là, elle est exceptionnelle et elle permet, il faut vraiment la compléter, c'est réintégrer les travaux qui vont être situés dans les provisions pour charges. Donc là aussi, petite nouveauté sur la 2044, à faire attention si vous avez eu des travaux sur vos biens immobiliers locatifs. Autre nouveauté, s'agissant du Pinel, vous avez aussi là, si vous avez fait des investissements de défiscalisation immobilière, un investissement Pinel, vous devrez donc remplir, vous avez déjà sans doute, peut-être si vous l'avez fait les années précédentes, rempli les cases que nous avons vues tout à l'heure sur les déclarations des revenus fonciers. Vous allez, pareil, les réductions d'impôts, en fait, ont toutes basculé du formulaire 2042C au formulaire 2042 RICI. Donc, vous étonnez pas pour la déclaration 2021. Merci Jean-Olivier pour le support. Vous étonnez pas pour la déclaration 2021 si vous ne retrouvez pas, comme d'habitude, la case pour déclarer votre réduction Pinel. Vous n'allez plus cocher dans l'annexe, quand vous êtes dans votre déclaration en ligne, vous ne cochez plus l'annexe 2042C comme habituellement, vous allez cocher la 2042 RICI. On a eu la question tout à l'heure, donc je le précise, pour quand vous ne trouvez pas une annexe, par exemple, que vous voulez faire la 2042C Pro, etc., vous avez, tout au début de la déclaration en ligne, vous avez une barre de recherche et vous avez des catégories, traitement et salaire, revenus fonciers, etc. Il ne faut pas hésiter à taper dans la barre de recherche le mot-clé. Et pour pouvoir, vous pouvez mettre 2042 ici pour retrouver le formulaire où vous tapez le Pinel. Et si vous tapez Pinel, normalement, il va vous proposer automatiquement de cocher l'annexe 2042 ici. Et sinon, vous allez, tout en bas, c'est écrit vraiment en tout petit, vous avez un truc, une petite barre en bleu qui tape annexe et vous cliquez dessus et vous aurez l'ensemble des annexes. Normalement, vous pouvez retrouver vos formulaires comme ça et si vous ne le trouvez pas, je vous dis, vous tapez sur le mot, la barre de recherche. En tout cas, voilà, pour le Pinel, vous avez donc ce changement, donc la réduction d'impôt n'est plus sur la 2042C, mais sur la 2042 ici. Et vous avez un autre changement, c'est la possibilité désormais donc de prolonger son dispositif Pinel donc de 3 ans. La démarche, donc, par exemple, pour passer de 6 ans à 9 ans, est désormais disponible dans la case 7RR. Donc, si jamais vous êtes dans ce cadre-là, que vous avez un Pinel, que vous vous êtes engagé sur un engagement de location de 6 ans et que vous voulez passer un engagement, par exemple, de location de 9 ans, vous tapez case dans pareil, toujours dans la barre de recherche, vous tapez la case 7RR. Autre ajout, autre nouveauté, c'est le dispositif de Normandie. Donc, le dispositif de Normandie, vous savez, c'est un peu comme le dispositif Pinel. Donc, ça vous accorde une réduction d'impôt avec une obligation, un engagement de location, sauf qu'on est sur des biens de l'immobilier ancien qu'on a rénové et qu'on va mettre en location.
là aussi, vous avez donc la réduction qui va être donc le formulaire pardon pour les revenus va devoir se déclarer sur la 2044 EB, la 2044 EB dans laquelle on a ajouté justement cette possibilité d'opter pour le de Normandie. Et là aussi, on est passé du formulaire 2042C au 2042 RICI. Donc, il faut penser et à déclarer sur la 2044 EB les revenus fonciers liés au dispositif de Normandie, à la location de votre bien, qui serait soumis à ce dispositif, et à déclarer la réduction de Normandie sur le formulaire 2042 RICI. Autre chose, et on le voit de plus en plus, les heures supplémentaires défiscalisées. Vous savez que le gouvernement avait mis en place, pareil, un dispositif d'exonération d'heures supplémentaires, bien évidemment plafonnées. Vous avez donc ces heures supplémentaires défiscalisées doivent être déclarées au même titre que les salaires, sauf qu'elles sont dans une case spécifique. Normalement, votre employeur vous donne le montant. Vous êtes dans la case 1GH de la déclaration 2042. Donc ça concerne les salariés qui auraient bénéficié d'heures supplémentaires défiscalisées. Le plafond, on était défiscalisé normalement dans la limite de 5 000 euros. Donc, vous allez déclarer jusqu'à 5 000 euros dans la case 1GH. Exceptionnellement, ce plafond d'exonération est monté à 7 500 euros si les heures supplémentaires ont eu lieu durant le premier confinement. Donc, si durant le premier confinement, vous avez été amené à faire des heures supplémentaires exonérées, vous pouvez déclarer jusqu'à 7 500 euros d'heures supplémentaires exonérées dans cette fameuse case 1GH. Au-delà, on retombe sous la fiscalité classique avec l'obligation de les inclure dans le salaire puisque du coup, ce n'est plus défiscalisé, ce n'est plus soumis à charge sociale, mais en revanche, ça reste soumis à charge fiscale, j'ai envie de dire. Ça, c'était donc pour les heures supplémentaires défiscalisées. Encore une autre nouveauté pour les micro-entrepreneurs. Les micro-entrepreneurs, vous savez, si vous avez une micro-entreprise, donc déjà la déclaration, elle n'est pas forcément simple, donc il faut quand même avoir un bon conseiller ou être en tout cas accompagné. Mais en 2021, ça va se compliquer encore un petit peu plus parce que si vous avez perçu des aides de la part du gouvernement et de la part donc, du Fonds de solidarité pour les micro-entreprises, vous devez donc déclarer le bon montant selon votre chiffre d'affaires. Donc, vous allez déclarer, bien évidemment, les aides que vous avez perçues. Donc, ceux qui ont été exonérés de charges sociales, par exemple, durant le premier confinement, vont aussi avoir l'obligation de remplir de nouvelles cases sur la déclaration 2021. Donc ça, on va pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui, mais voilà. Si vous êtes micro-entrepreneur, que vous avez bénéficié d'aide de la part du Fonds de solidarité et que donc vous avez été exonéré de charges sociales pendant le premier confinement, voilà, faites bien attention sur votre déclaration. Il y a des petites choses qui ont changé. On retrouve maintenant au niveau de l'épargne retraite. Au niveau de l'épargne retraite, vous avez donc, vous savez que Jean-Olivier vous en a parlé tout à l'heure, dans les cases déductibles, on va déduire les versements, les cotisations qu'on a mis en place sur un contrat d'épargne retraite, donc anciennement PERP, Madelin, désormais plan d'épargne retraite individuel, PER, le PERIN. Donc là aussi, le fisc, l'administration fiscale a ajouté des cases pour déduire les versements faits sur ces nouveaux PER ou PERIN. Donc, il faut bien les déclarer en case 6NS ou 6NT. Vous le verrez sur les formulaires. Normalement, là-dessus, pas trop de soucis pour retrouver ces cases. Autre point également, c'est le crédit d'impôt pour abandon de loyer. Donc, vous savez que le gouvernement avait incité à abandonner des loyers pendant la période Covid. Donc, si vous avez, en tant que bailleur, abandonné des loyers, donc là, vous avez deux dispositifs de faveur qui ont été mis en place, deux régimes de faveur. Donc, soit vous avez abandonné vos loyers. Là, il faut bien faire la distinction. Soit vous avez abandonné les loyers pendant, on va dire, le premier confinement et un peu plus après, c'est-à-dire entre avril et décembre 2020, entre avril et décembre, mais surtout pendant la période du premier confinement, donc avril, mai, juin. Si vous avez abandonné des loyers, à ce moment-là, vous pouvez donc vous n'avez pas à déclarer ces loyers parce qu'ils ont été abandonnés. En revanche, vous conservez la possibilité de déduire les charges, c'est-à-dire sur votre déclaration, par exemple 2044, vous allez pouvoir continuer à déclarer les charges liées à ce bien-là. Normalement, on a le droit de déduire les charges que si on a un loyer en face, mais là, exceptionnellement, vous avez abandonné le loyer, donc vous n'avez pas à le déclarer, il n'est pas soumis à imposition, mais en revanche, les charges restent entièrement
déductibles. Ça, c'est le premier régime de faveur. Pour ceux qui auraient abandonné les loyers sur le mois de novembre et uniquement sur le mois de novembre 2020, ceux-ci bénéficieront exceptionnellement d'un crédit d'impôt de 50% du montant du loyer hors taxe qui aura été abandonné. Donc, crédit d'impôt, 50% du montant du loyer hors taxe qui a été abandonné. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, si vous, pour bénéficier, si vous voulez, du crédit d'impôt, donc charge non déductible, pas de problème. Donc, vous êtes sur votre 2044, par exemple, vous allez déduire 100% de vos charges et vous allez diminuer votre loyer du montant du loyer qui n'aura pas été encaissé, de l'abandon de loyer. Et si, par exemple, vous avez bien abandonné votre loyer sur le mois de novembre 2020, pour bénéficier du crédit d'impôt égal à 50% du montant du loyer hors taxe qui a été abandonné, vous devez le déclarer, donc ce montant de loyer hors taxe, en case 7LS de la déclaration 2042 RICI, 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 donc la case 7LS. Ça, c'est pour tous ceux qui auraient abandonné le loyer. Alors, on pose la question, si le locataire a payé une partie seulement, vous déduisez le montant qui a été abandonné partiellement. Pour moi, normalement, c'est ça. Jean-Olivier, tu confirmes? En fait, pour le coup, il faut bien comprendre. On parle bien d'abandon de loyer. Donc, c'est une démarche volontaire du propriétaire bailleur dans lequel, pendant l'année 2020, il a décidé, le propriétaire bailleur, de faire cadeau d'un loyer, soit donc sur la période du premier confinement, donc de avril à juin, soit sur le deuxième confinement, et plus particulièrement en novembre 2020. La particularité, le régime de faveur qui a été octroyé par l'administration est très simple, c'est que si le propriétaire bailleur a décidé d'abandonner purement et simplement un loyer sur ces périodes-là, pour le premier confinement, il aura le droit, donc comme vous l'a expliqué Ouda, de déduire malgré tout les charges afférentes à cette période-là, même s'il n'a encaissé aucun revenu. Je rappelle que le principe même de la déclaration d'impôt, c'est qu'on peut déduire une charge si le revenu irréférent est déductible. Et déclaré. On peut déduire si de l'autre côté on encaisse. Sinon, ça ne marche pas. Donc, résultat des courses. Par contre, on reprend sur la deuxième partie, donc le deuxième confinement. Là, pour le coup, l'abandon de loyer produit un crédit d'impôt. Donc là, c'est différent. On peut bien sûr déduire les charges et en même temps, on a aussi un crédit d'impôt. Donc, il n'y a pas de mécanisme sur lequel j'ai encaissé un loyer et en même temps, je bénéficie d'une décote sur le revenu encaissé. Non, ça ne marche pas. C'est vraiment une vraie volonté du propriétaire bailleur. Attention. Voilà, dernier point par rapport à la déclaration automatique 2021. Là aussi, on vous dit, c'est génial, vous n'avez rien à faire, vous n'avez vraiment rien à faire, vous recevez votre avis d'impôt. Là, attention, parce que dans la déclaration automatique, vous aurez donc tout ce qui a été communiqué à l'administration fiscale de la part de vos employeurs ou des banques pour les revenus de capitaux immobiliers, mais on n'aura pas communiqué à l'administration fiscale tous les montants qui vont vous faire bénéficier d'une réduction d'un crédit d'impôt. Donc, les frais de garde jeunes enfants, l'emploi salarié à domicile, tout ça ne sera pas indiqué là-dessus. Le fait, par exemple, de vouloir rattacher un enfant majeur à votre foyer fiscal, puisque vous avez la possibilité de le faire jusqu'à 21 ans ou jusqu'à 25 ans s'il est étudiant, automatiquement, il est majeur dans la déclaration automatique, il ne fait plus partie de votre foyer fiscal. Donc, surtout, c'est pas parce qu'on vous a dit déclaration automatique, vous n'avez rien à faire, vous recevez des d'impôt. Je vous conseille et on vous conseille fortement d'aller quand même vérifier ce qui a été mis et vous-même de se dire, voilà, ok, on a déclaré mes salaires, ok, on a déclaré mes revenus de capitaux mobiliers, mais est-ce que moi, j'ai pas des choses qui me permettraient de diminuer mon impôt? Je l'ai dit, frais de garde jeunes enfants, des dons, parce que les dons ne seront pas indiqués dedans, les salariés à domicile, les frais de scolarité pour les enfants, les trucs de base. Votre enfant est au collège, au lycée, vous avez droit à des réductions d'impôts pour frais de scolarité. Toutes les petites choses qui vont vous permettre de diminuer votre impôt ne sont pas intégrées dans la déclaration automatique. La déclaration automatique ne prend en compte que les revenus, mais en aucun cas les charges déductibles, les réductions d'impôts et les crédits d'impôts. Donc, attention à la déclaration automatique. C'est bien si vraiment, voilà, vous n'avez rien. Mais voilà, l'administration fiscale peut vous inciter à passer à côté d'avantages fiscaux qui sont dans vos droits. Donc, faire bien attention à ceci. Donc, voilà pour un point pour ce qui était des nouveautés.
En tout cas, sachez que nous, au Centre du patrimoine, on peut vous accompagner pour votre déclaration de revenus. Ça fait partie des services qu'on peut offrir à nos clients. Il faut opter pour un abonnement de suivi patrimonial et fiscal, mais on peut vous accompagner tant pour l'impôt sur le revenu que sur l'impôt sur la fortune. On n'en a pas parlé aujourd'hui puisqu'on s'est concentré sur l'impôt sur le revenu, mais là aussi sur l'impôt sur la fortune immobilière. Il y a pas mal de spécificités auxquelles il faut faire attention, notamment sur la déduction du passif ou des actifs taxables. Donc, on est bien évidemment là pour vous accompagner si vous le souhaitez. Vous nous contactez via notre boîte commune contact@centrepatrimoine.fr et sinon, vous nous appelez directement au cabinet. On se fera un plaisir de vous accompagner. Voilà pour ce qui était de notre webinaire sur la déclaration des revenus. Je laisse la main à Jean-Olivier. Alors, il y a une question sur laquelle on pourrait peut-être revenir. C'est une question qui concerne les réductions d'impôts sur les travaux de transition énergétique sur la résidence principale. Donc là, pour le coup, on revient à la 2042 ici. Et pour le coup, ça marche assez simplement à partir du moment où vous avez des travaux éligibles. Je parle bien des travaux éligibles. À ce moment-là, vous allez pouvoir donc les inscrire dans votre 2042 ici, case 7WL. C'est dans un plafond de 20 000 € et le taux du crédit d'impôt est de 40%. Donc, il faut bien vérifier que ça concerne exclusivement donc des travaux qui sont éligibles. Donc, il faut bien vérifier, bien sûr, que sur les travaux, ces travaux sont éligibles. On parle bien des travaux et on parle bien surtout du matériel. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question qui nous a été posée. On a une autre question, mais on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être que la personne n'a pas fait attention. Est-il possible de déduire les frais forfaitaires, donc l'abattement de 10% sur les salaires, plus 50 € par mois de télétravail? On a dit que non. C'est-à-dire que si vous optez pour la déduction, l'abattement de 10%, vous ne pouvez pas déduire en plus. Vous bénéficiez de l'abattement forfaitaire qui englobe tous les frais liés à votre activité. Donc, vous ne pouvez pas déduire les frais de télétravail. Si vous voulez déduire les frais de télétravail de 50 € par mois, ou plus si vous avez des justificatifs, il faut absolument prendre l'option déduction des frais réels. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions encore 5 minutes ou 5-10 minutes. Il y a eu une question également à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, c'était sur les frais réels ou sur l'abattement de 10% forfaitaire. Je voulais juste revenir sur un point qui me paraissait important pour ceux qui auraient des revenus supérieurs à 126 270 €. Très clairement, aujourd'hui, les frais réels sont plafonnés. Donc, le fameux abattement de 10% qui est calculé automatiquement dans votre déclaration, du moins dans votre déclaration d'imposition, dans votre avis d'imposition, pardon. Donc, ce plafond est de 12 627 € pour l'année 2020. Donc, si demain, vous avez des revenus de 150 000 €, le montant forfaitaire maximum sera de 12 627 €. Vous n'aurez pas 15 000 €. J'espère que c'est clair pour tout le monde là aussi. Petite autre précision, parce qu'on l'a vu sur des déclarations d'impôts de certains clients, quand Jean-Olivier vous a parlé tout au début de l'intervention des revenus catégoriels, est-ce que je suis au BIC ou au micro-BIC, est-ce que je suis au BNC ou au micro-BNC, et surtout, je vais vous parler des revenus fonciers. On peut opter, donc il vous a parlé donc du régime réel, je prends mes loyers, je déduis mes charges, mes intérêts d'emprunt, mes primes d'assurance, etc. J'ai mon résultat foncier donc réel. Soit je prends ça, soit je prends le régime du microfoncier. Donc, je vais déclarer, je ne fais pas de 2044, je vais directement dans ma 2042 et je mets le montant de mes loyers bruts encaissés. Loyer brut, et c'est l'administration fiscale qui va appliquer l'abattement de 30%. Donc, premier point d'alerte, parce qu'on l'a vu chez certaines personnes, ce n'est pas vous qui appliquez l'abattement de 30%. Vous devez déclarer le montant de vos loyers bruts et c'est l'administration fiscale qui va appliquer le montant de l'abattement. Ça, c'était le premier point auquel je tenais à vous alerter. Faites attention. Deuxième point, on l'a vu là aussi chez certains clients, lorsque vous choisissez le micro-foncier ou lorsque vous choisissez le réel, l'ensemble des revenus immobiliers, locatifs en tout cas, doivent être déclarés dans l'un ou dans l'autre. Vous ne pouvez pas décider, par exemple, parce que vous avez des revenus liés à des SCPI, en disant, les SCPI, je vais les mettre au régime foncier, au régime réel, ou au micro-foncier, voilà. Mes revenus des SCPI, je les mets au foncier. Et puis, mon appartement situé place du Capitole, par exemple, je vais le mettre au régime réel. Et là, je vais déduire mes intérêts d'emprunt, mes charges. Non, soit on prend le régime du micro-foncier, et auquel cas on déclare le montant global brut, soit on prend le régime réel et on va prendre les SCPI et l'appartement locatif. Et si vous n'avez
des recettes liées à des SCPI, c'est-à-dire que je n'ai pas d'appartement locatif et je n'ai que des revenus fonciers liés à des SCPI, je n'ai pas le droit d'être au régime du micro-foncier. Donc là, vous devez obligatoirement prendre l'imprimé fiscal communiqué par la société de gestion et vous allez suivre toutes les étapes, revenus bruts, moins les frais et charges de la SCPI, moins les intérêts d'emprunt des prêts qui auraient été contractés par la SCPI, moins éventuellement les intérêts d'emprunt si vous avez vous-même contracté un prêt pour faire cette SCPI, mais vous serez au réel. Vous n'avez pas le droit, si vous avez que des revenus SCPI, pas d'appartement locatif, vous n'avez pas le droit d'être au micro-foncier. Et encore une fois, je répète, parce qu'on l'a vu plusieurs fois, vous n'avez pas le droit de déclarer une partie de vos revenus au micro-foncier et une partie de vos revenus au régime réel. C'est pareil pour les BIC, c'est pareil pour les BNC, c'est l'un ou l'autre. Et pareil pour les revenus de capitaux mobiliers, je l'ai dit, je le répète. Si vous avez, par exemple, des revenus, des dividendes et que vous avez, je ne sais pas moi, des intérêts générés sur des placements à taux fixe ou des comptes surlivrés et autres, vous ne pouvez pas dire, ceux-là, je vais faire appliquer le barème de l'impôt sur le revenu, je vais les déclarer et ceux-là, je vais leur appliquer le prélèvement forfaitaire unique à 12,8%. C'est sur l'ensemble des revenus qu'on va prendre l'option. Ça, je tiens à alerter parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Et en complément, on peut rajouter, Ouda, que l'option pour le régime réel, par exemple sur les revenus fonciers, et c'est là où tout à l'heure j'ai expliqué en amont et au début de cette intervention, j'ai expliqué que chaque décision était très importante. C'est-à-dire que concrètement, il faut bien regarder dans chaque catégorie, chaque régime de faveur, est-ce que là j'ai intérêt à choisir telle option ou telle option. Quand on choisit régime réel ou régime micro-foncier, par exemple, il va y avoir des engagements de durée. Par exemple, quand je passe au régime réel, j'ai 3 ans d'engagement. Ça veut dire qu'à un moment donné, je ne peux pas dire, tiens, je vais me mettre au régime réel et demain, je repasse au régime microfoncier. Autant dans un sens, c'est possible, autant dans l'autre, c'est pas possible. Donc là aussi, c'est pareil, il faut vraiment être en amont, il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment prendre les bonnes options. Et résultat des courses, il peut y avoir des fois des surprises quand on ne fait pas attention ou quand on ne connaît pas. Voilà, donc nous, on reste à votre disposition, comme l'a dit Ouda, on a tout à fait la capacité de vous accompagner. Ce webinaire, comme tous les autres webinaires, sera mis sur notre YouTube TV, Centre Patrimoine TV. On vous invite vraiment à vous abonner de manière à pouvoir recevoir des alertes au fur et à mesure où je publie, où on publie des vidéos, des interventions. Donc, tous nos webinaires, vous les retrouvez donc bien sûr sur cette plateforme. On reste à votre disposition si vous avez besoin, bien sûr, de tout élément complémentaire d'information dès demain. On saura y répondre, Ouda, moi, Hélène ou Xavier, qui n'est pas présent ce soir, mais qui, bien sûr, est à votre disposition. Et toute l'équipe du Centre du Patrimoine qui est mobilisée en ce moment pour, bien sûr, la période fiscale, qui est une grosse période pour nous. Le mois de mai, ce n'est pas que le mois des ponts, c'est aussi le mois de la déclaration. Il n'y en a pas beaucoup cette année en plus. Hein. En plus, il n'y en a pas beaucoup cette année, mais cette année, c'est le mois, comme chaque année d'ailleurs, c'est le mois vraiment, le mois fiscal. Voilà. C'est ça. On a tenu le timing, Ouda, puisqu'on est à 59 minutes. Il est 18h59. Si je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On vous remercie d'avoir été aussi nombreux, d'avoir été attentifs pour un jeudi soir. Parler de déclaration fiscale, il y a plus sympa, mais on espère qu'on vous a apporté beaucoup d'éléments de réponse à l'ensemble des questions que vous pouviez vous poser. On va juste lancer un petit sondage. Hop. Je ne peux pas poser le sondage, mais je ne sais pas pourquoi. Ok, bon. Si Hélène peut publier le sondage, Hélène qui est en off, mais si Hélène peut publier le sondage, ça serait super. Bon, eh bien tant pis, c'est pas grave. Normalement, dans l'onglet sondage, vous l'avez, hein. Eh bien, vous pouvez répondre au sondage. Allez-y. Eh bien, on vous remercie d'avoir été Merci beaucoup. Aussi unanime sur la qualité de notre webinaire ce soir. Merci beaucoup. On vous dit à très bientôt. Un prochain live, hein, un prochain Patrimo Live, avec plaisir. Passez une bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.